Bonjour à tous et bienvenue dans l'analyse, le podcast cinéma. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis accompagné de Nathan Blanchard. Bonsoir. Aigri, fatigué. Fatigué mais pas aigri. Comme le personnage de Joaquin Phoenix dans le film de Lynn Ramsey, A Beautiful Day, ou en anglais, You Were Never Really Here. Joe, un ancien marine devenu tueur à gages, est engagé pour retrouver la petite fille d'un sénateur. Effectivement, là on est dans un film de Lynn Ramsey, donc la réalisatrice assez connue pour We Need to Talk About Kevin, sorti 6 ans avant celui-là, donc qui était un film justement qui parlait d'enfants à problème, pour résumer, d'enfants à problème d'ailleurs qui était joué par l'acteur de The Flash, comment il s'appelle le mec ? C'est Ezra Miller. Ezra Miller, parce que Ezra Miller justement est aussi un enfant à problème dans la vraie vie. Je vous laisserai aller vérifier ce que cette personne est capable de faire. Mais tout ça pour dire qu'en fait on se retrouve vraiment dans un univers en terrain connu, je trouve, si on a vu We Need to Talk About Kevin, ou si on a vu ce genre de films qui sortent finalement beaucoup dans les années 2010, en fait, ces 10 dernières années, mais ça, on y reviendra un petit peu sur le côté plus global, en fait, d'où se situe ce film en particulier. Mais avant ça, peut-être qu'on va revenir un petit peu sur la genèse du film et sur son casting, par exemple. Ce qu'il faut savoir, ce qui est très intéressant, c'est que Très intéressant. Le film, à la base, c'était une production A24. Les femmes. Ouais. A24 les a lâchés a priori, et ça s'est retrouvé après à être une sorte de coproduction américaine, britannique et française, tu vois. Donc voilà, c'est finalement c'est Amazon Studio qui a repris la main sur le projet. Et Lynn Ramsey, la réalisatrice, disait elle-même que le tournage fut très speed et très bourré d'adrénaline, puisque en fait Joaquin Phoenix avait très peu de temps en fait pour faire ce film, mais que c'était un film qui lui tenait très à cœur, et que donc il y a eu des très courtes nuits pour toute l'équipe technique et les acteurs, et qu'il y a eu beaucoup de réécriture au fil des tournages en fait. Ce que disait beaucoup Joaquin Phoenix, c'est que vraiment il a mis du temps en fait à s'approprier le personnage, justement parce que il était limite, bon j'exagère un petit peu, mais protéiforme, dans le sens où effectivement le sens qu'il avait au cours du tournage évoluait, et ça se sent un petit peu dans le résultat final, parce que il y a vraiment, je pense, ce désir de la part de la réalisatrice de poser cette question au spectateur et de savoir en fait où se situe son personnage, quoi. Nina. Elle s'appelle Nina. 235 31e rue Est. J'ai entendu parler de ces lieux. Si elle est là, je la trouverai. McCleary a dit que vous étiez violent. Ouais, je peux l'être. Exactement. Le film a été présenté à Cannes, Lynn Ramsey a reçu le prix du scénario, et Joaquin Phoenix le prix d'interprétation. Donc vraiment un film qui a marqué le festival, en 2017, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Le film est sorti en 2018. Non, 2017. Fin 2017. Enfin, 2018. En fait, France, 2018. Je crois qu'il est sorti avant en France qu'aux États-Unis. Peut-être, mais en tout cas, je reviendrai juste une seconde sur Joaquin Phoenix, donc qui est le petit frère de River Phoenix, qui est une star décédée début des années 90. Je pense que c'est important de le rappeler parce que Joaquin Phoenix aujourd'hui est très très connu pour un rôle en particulier qui est celui du Joker. On va en parler clairement parce que. Mais c'est juste pour moi, là. Todd Phillips, le réalisateur de Joker, et la Warner, ils ont vu ce film, ils ont fait ok, il nous faut Joaquin Phoenix en Joker, très clairement. Sauf qu'il y a un détail qui est important à prendre en compte, c'est que, mis à part finalement ces grandes figures qu'il a jouées comme le Joker ou Commode, dans même Napoléon, même si dans Napoléon il est quand même dirigé très différemment, mais c'est des personnages qui sont cabotins, hein. Surtout Commode,
Napoléon un petit peu moins quand même, mais ce que je veux dire c'est que c'est des cabotins, mais Joaquin Phoenix lui est totalement capable d'avoir un jeu extrêmement mesuré. C'est pas pour rien qu'il est considéré comme l'un des meilleurs acteurs de sa génération, parce que dans ce film là c'est vrai qu'il a eu le prix de l'interprétation, il a été beaucoup cité, notamment j'en reparlerai de cette vidéo parce que ça a été aussi une des clés pour moi de cette analyse, la vidéo en fait qu'a fait Clem de la chaîne Cinescope, donc que je vous recommande, qui parlait justement pour lui aussi d'un jeu exceptionnel et en fait d'un jeu limite tonitruant, ce qui est paradoxal puisque du coup le personnage, je sais on va un peu dans tous les sens mais vous inquiétez pas ça va se recouper, ce que je veux dire par là c'est que Joaquin Phoenix en réalité dans beaucoup de ses rôles finalement est assez en retenue et assez en réserve, et je trouve que ce qui décuple la puissance dans son personnage dans ce film là, c'est que justement la plupart du temps il est très en retrait. Moi il me fait un peu penser à tous ces, encore une fois c'est beaucoup de rôles qui se recoupent, mais par exemple je pense à la figure du chauffeur dans Drive, où en fait c'est un personnage qui va être très en retenue, mais ce qui fait que ça va décupler les émotions qu'on va avoir lorsqu'il va y avoir des scènes chocs, que ce soit des scènes chocs pour le personnage ou pour le spectateur. Le film a été très 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 vivement comparé à Taxi Driver notamment. Oui, il y a cette fameuse tagline sur l'affiche, si vous allez voir, je la mettrai peut-être, où il y a marqué tout simplement le Taxi Driver du 21e siècle. Absolument. Et c'est vrai qu'il y a une scène, notamment de voiture, où ça y fait penser, il y a juste une énorme différence, mais immense, parce qu'il n'y a pas de voix off. Oui. Il y a jamais de voix off. Il n'y a pas de voix off. En fait, le Il personnage parle très est, mis à part quelques flashbacks et quelques scènes avec sa mère, Il parle peu. on en apprend très très peu sur le personnage. Et c'est assez marrant parce que quand j'ai vu ce film, je me suis dit, ça me fait penser à plein de choses, mais en même temps, c'est quand même un film assez qui va utiliser beaucoup de tropes, mais qui finalement C'est ne ça. ressemble qu'à lui. Moi, par exemple, il y a Ouais. un truc auquel j'ai pensé avant de finir le film, c'est il va y avoir en fait cet archétype du sauveur, même si là c'est vrai que c'est pris un peu à revers, mais on y reviendra après. Il y a un peu cet archétype du sauveur qui va aller chercher la petite fille, et je me suis dit, bah tiens, ça va peut-être faire un peu comme Man on Fire. Man on Fire exceptionnel. Sauf que c'est pas du tout le cas en fait. C'est limite l'inverse. C'est limite la petite fille qui protège le garçon, enfin le tueur à gage. Ce qui est ultra paradoxal, et c'est ça qui est vraiment intéressant avec ce film, c'est qu'il joue sur nos attentes et il joue sur les clichés de ce style qui a été surreprésenté. C'est ça. Le néo-noir. C'est le néo-noir, absolument. En quelque sorte. Et Joaquin Phoenix, il disait, je ne voulais pas jouer le rôle d'un héros masculin ou mettre en avant une masculinité. C'est un personnage capable, mais à bien des égards incapable. La petite fille se sauve elle-même. Mon personnage n'est pas le garçon qui sauve la fille. C'est plus complexe que cela. Ah bah faut dire que c'est de l'anti-Besson primaire, hein, je pense qu'on peut le dire. Parce que comme disait un certain Mosinor, faut que le héros il soit costaud, qui protège une fille contre les méchants. Là c'est à contre-pied. Là c'est pas ça. On va complètement à contre-pied. Effectivement, le personnage à la fin ne sert à rien, plus ou moins en fait. C'est un anti-climax. Hein. C'est une sorte de c'est anti-climax. Enfin, c'est un anti-climax quoi. Juste, je vais faire une petite. C'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, mais entre nous, je vais faire une comparaison après avec le film Lobster, que tu l'as pas encore vu. Non, j'ai pas encore vu Lobster. Donc, je veux savoir si ça te dérangeait que je parle de la fin. Bah, je vais me boucher les oreilles. Ok, si tu veux. Mais c'était plus pour après parce que c'est vrai que, comme je disais, c'est un film qui n'emprunte, je pense, pas beaucoup de films en réalité de ses contemporains, mais par contre, il fait penser à tellement de films, et notamment cette scène du diner à la fin me fait beaucoup penser à The Lobster, c'est-à-dire aussi dans cette atmosphère. En réalité, je ne veux pas forcément développer plus que ça parce que finalement, il faut, je pense, comparer intellectuellement un petit peu ces scènes pour se rendre compte à quel point finalement elles sont similaires et à quel point aussi elles distillent ce point de vue très très pessimiste. Alors attention, moi je trouve vraiment que c'est La vie en rose, c'est la vie est belle de Capra, A Beautiful Day à côté de The Lobster, tellement The Lobster est... On en reparlera dans l'année de The Lobster. Ouais, on s'est sûrement dédié une émission, mais c'est vrai que la fin aussi, elle est très... Enfin, moi j'avais déjà vu le film, donc c'était mon deuxième visionnage là. D'accord. Et en fait, à la fin, il se suicide, mais c'est dans sa tête. Sauf que la scène arrive tellement directement, elle est tellement violente. Oui, alors moi j'étais choqué. À mon premier visionnage, je croyais que la fin c'était juste lui qui se met une balle dans la tête, quoi. En fait, moi c'est marrant parce que je sais pas pourquoi tellement violent. Je me suis levé avant. Ouais. Genre j'étais debout et tout, j'étais en mode faut que je fasse le truc. Et là je vois ça, je fais t'as la bouche décollée. Ah non, mais comme la mort d'un certain personnage dans une certaine série. Uh-huh. Voilà, comme ça, il n'y a pas de risque de... Ah oui, je vois très bien ce que c'est. Non, je crois pas. Si. Ah, c'est quoi ? On parle pas de Better Call Saul ?
Non. Ah bah moi j'avais Better Call Saul en tête. Ouais, tu vois de... Ah si, c'est ça? Ouais. Non, il dit pas. Faut Mais pas en tout cas, spoiler. il y a plusieurs... il y a plusieurs séquences comme ça dans le film qui viennent C'est exactement vous, ça. vous, Oui. vous tabasser un coup. Le film, en le fait, film, est en mode. le film, il est très, à la fois, lancinant, posé. T'es très inhibé, Voilà, en fait. voilà, c'est ça. Il y a une Ouais. certaine, c'est comme une sorte il nous hypnotise le Un film. peu, ouais. Et des fois, il va nous mettre des uppercuts pour nous réveiller en mode, ah, tu as pas vu venir Moi, ça, c'est les tu vois. pecs de Joaquin Phoenix. Non, mais il y a une scène de meurtre, enfin, quelqu'un qui se fait tuer à l'hôtel Oui, quand il rentre par la porte, c'est. avant d'enlever la petite C'est une fille. tomate, quoi. Ça explose au visage de Phoenix, Oui, quoi. c'est choquant. C'est d'une violence. C'est inouï. Ouais. C'est assez fou. Et du coup, ouais, le film a une sorte de Et juste. d'hypnose. Justement, en revenant sur le physique de Joaquin Phoenix, ça m'a vraiment étonné parce que c'est vrai qu'on n'est pas habitué à le voir aussi mastoc. Ouais, ouais. En fait, il est en même temps assez gras parce que bon, c'est quand même un acteur. D'ailleurs, c'est un acteur qui est plus jeune que ce qui me semblait. Moi, je pensais il allait sur ses 60 ans, alors qu'il a même pas 50. Cinquantaine, début de 49. cinquantaine. 49. Ah ouais, ouais. Donc là, il avait quoi, 42 ans, et en Ouais, fait, ouais. il est un peu gras, tu vois, mais il est quand même sacrément mastoc, quoi. Et je me dis, mais putain, mais c'est sorti quoi, 2 ans avant Joker, quoi. Et bah, Et c'est assez dingue. c'est vrai que c'est l'opposé un peu c'est l'opposé du physique de Joker. Ah, Hein. mais totalement. Mais même dans le jeu, en fait. Même dans le c'est- jeu, oui. C'est l'antithèse de Joker sur certains points. Oui, Et- c'est totalement l'antithèse de C'est Joker. l'antithèse, mais il y a des gros points qui s'en rapprochent aussi. En Hein, fait, sur c'est- certains c'est craquements du deux- personnage, ouais. et certaines Mm. réactions, certains Mais c'est moments où il va surtout aussi rire, par où il va rapport chanter, il va chantonner, etc. Il y a quand même, moi, je pense sincèrement que Todd Phillips et les gens de chez Warner ont sauté sur Phoenix après ce rôle, j'en suis certain. Sauf que le truc, c'est que le Joker se doit en tout cas, de leur point de vue, et ce qui est totalement logique, doit être un personnage extrêmement important qui est actif. Et donc, ce qui fait que, Ouais. indirectement, sans forcément le vouloir, ça devient une figure, ça devient quelque chose. Alors que En fait, c'est un chemin inverse. c'est-à-dire C'est-à-dire que le Joker, il est complètement passif au début, ça devient quelqu'un d'actif et qui va retourner une ville, alors que A Beautiful Day, c'est quelqu'un qui est actif au début et qui va se laisser complètement, qui va disparaître petit à petit et qui va se laisser bouffer par le récit en fait. Et en fait, moi, c'est un film, effectivement, j'avais découvert l'existence grâce à la vidéo, justement, de Cinescope, et c'est vrai que ça m'avait fasciné qu'un film, en fait, puisse, à ce point, finalement, moi, je trouve que c'est en filigrane, parce que c'est quand même pas toujours évident de se rendre compte à quel point, en fait, ce personnage est inutile, parce que il est quand même dans l'action, il tue beaucoup, il a l'air actif, mais en fait, quand tu regardes plus les détails de mise en scène, notamment, il y a une séquence en vue de caméra de surveillance, où en fait ça permet aussi de mettre de la distance et de se rendre compte finalement que ces actions n'ont finalement pas tant d'impact que ça, que en réalité il y a beaucoup de scènes qui semblent impressionnantes. C'est presque Attends, un personnage de slasher d'ailleurs. Enfin, on Oui, en parlera après, mais oui, un petit peu. dans ses meurtres et dans sa façon de tuer et de marcher, parce qu'il se déplace que en marchant, Mm. il ne court jamais. Non. C'est quelqu'un qui tue avec un marteau, avec Old Boy. une mise en scène. Ouais, tu vois, ça fait C'est écho assez aussi au iconique. slasher, quoi. Il y a de Le l'iconisation. personnage, c'est une forme, c'est une sorte de masque. Oui, et puis il y a la barbe aussi qui Ouais, joue bien sûr. là-dedans. Enfin, je te laisse finir. Et Excuse-moi, je t'ai coupé, mais. bah, je sais plus où j'en étais, je parlais de quoi? On parlait de la caméra de surveillance. Oui, donc voilà, en fait, il y a ça, il y a les séquences justement que Clem mettait en avant avec les voitures en fait qui masquaient le personnage. Il y a énormément de scènes où il va être également en très gros plan, où on va seulement voir les éléments, ce qui montre aussi qu'il n'est pas forcément entier. Il y a tellement de séquences où on le voit finalement T'as aussi un peu de loin. T'as aussi un peu de caméra subjectif à un moment. Ah, c'est possible. T'as un tout petit peu de subjectif, mais ça arrive que sur une séquence, je crois. D'accord. Mais en tout cas, la mise en scène est très riche. Oui. Très très riche. Lynn Ramsey, vraiment. Et bah, très, justement, très très intrigante parlant de Lynn Ramsey, réalisatrice. Lynn Ramsey, c'est vrai que We Need to Talk About Kevin, ça m'y a fait penser parce que le personnage de Tilda Swinton, donc du coup qui est la mère de l'enfant à problème qui s'appelle Kevin, en fait la mère est très active dans le film, en tout cas dans sa vie personnelle, et en fait ça se passe sur deux temporalités, ça se passe au moment présent où en fait le fils étant, il me semble, il est à perpétuité, il a pris prison à perpétuité parce qu'il a assassiné sa famille avec un arc, enfin, c'est horrible. Non mais en plus on le voit, il y a des scènes qui sont glaçantes. En plus je crois que l'acteur est joué par le père est joué par John C. Reilly, donc j'aime beaucoup. Et il me semble qu'il les abat en fait à un moment avec un arc que son père lui avait offert.
enfin vraiment atroce, c'est vraiment le stéréotype du psychopathe Ouais. pouvant en fait se changer en tueur en série. Et en fait, ce qui est intéressant de voir ça, c'est que, parce que toi tu l'as pas vu, Non, j'ai pas vu. non. Bah, en fait, Tilda Swinton dans le film est assez active dans sa vie, mais en réalité, malgré tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle veut, de toute façon, elle a une rancœur telle envers son fils que voilà, elle est pas prête à pouvoir pardonner ou même à l'aider, mais de toute façon, elle ne peut rien faire, Ok. que ce soit dans le moment présent ou que ce soit dans le passé, c'est-à-dire qu'on retourne. Ouais, donc c'est encore un personnage qui est victime Ah oui, mais du scénario, entre elle, guillemets, c'est enfin, en fait, ce qui est de l'histoire, quoi. c'est une spectatrice mais actrice, c'est-à-dire Ouais, ouais. on pourrait penser qu'elle a de l'influence en tant que mère, mais en réalité, si je ne me trompe pas, parce que je l'ai vu il y a un petit moment, il y a un an ou deux, que en réalité ce personnage n'a aucune prise sur son fils à aucun moment, D'accord. et qu'en réalité toutes les actions qui vont être autour de son fils, parce que lui il a un comportement destructeur mais à l'extrême, et ben en fait toutes les actions qu'il va avoir finalement vont limite peut-être même plus, mais ça là c'est plutôt latent, en fait, vont pousser Kevin à être de plus en plus violent et à arriver à cet acte. Mais- Et je pense qu'effectivement, c'est un Ah, type de personnage que Lynn Ramsey Ouais, c'est quelque chose qui la travaille, je pense. parce que finalement, si on reprend cette comparaison avec Kevin, c'est que le truc, c'est que Kevin est évidemment le personnage le plus... Ah non, je me trompe, c'est pas ça. Non, c'est limite encore pire ce qu'il a commis. Non, il a pas assassiné sa famille. Si, attends, c'est pire. Non, attends. Il a assassiné sa famille avec son arc, Ouais. et après il est allé dans son lycée faire une prise d'otage. Ah oui, d'accord. Et il a retué, je sais plus combien de Ah oui, lycéens. c'est le tiercé gagnant, quoi. Ah oui, c'est vraiment une ordure finie, quoi. Ah Non, ouais. mais c'est bien qu'il ait D'accord. été incarné par Ezra Miller. Bah, ça a du sens. ok. Bah, j'essaie de checker ça, Il mais est très bon je film. pense je dois l'avoir, qu'effectivement, ok. en, Bah, Lynn- en DVD très légal, bien sûr. Mais je pense que Lynn Ramsey, effectivement, c'est un motif qui la travaille beaucoup. C'est ça. Je me suis renseigné un peu D'ailleurs, sur son prochain film, Oui, prochain film cette année. qui devrait sortir cette année. On le fera peut-être en podcast. Bah carrément. Du coup, le film sera peut-être appelé Polaris ou Dark Slides, elle sait pas vraiment encore. Ah. Et c'est l'histoire d'un photographe qui rencontre le diable dans les années 80 en Alaska. Et ça a l'air vraiment prometteur. Camoulox. Non mais ça a l'air... Tu vois, thématiquement, j'ai l'impression que Ouais, le personnage ouais. va encore se laisser bouffer par un truc. Là, par le diable, peut-être en C'est l'occurrence. peut-être une Mephisto. Et il y aura aussi Rooney Mara dans le film, Oui. qui est la femme Ouais. de Joaquin Phoenix dans la vraie vie. Ah ouais. Ouais. Ils ont Donc, 45 ans d'écart. non, ils ont 10 ans d'écart. Je crois Oui, que non, Rooney c'est Mara- vrai, c'est- Rooney Mara doit avoir 39-40 ans, Ah, je crois. ok. Parce que comme je te disais, en fait, en fait, j'ai l'impression à chaque fois que je la vois dans un film, Ouais, que qu'elle c'est fait très jeune. une petite chose fragile et que Joaquin Phoenix, il fait Il fait grosse... Ouais, pas grosse brute, mais ah ouais, il a un truc beaucoup plus... il a ce côté viscéral, très très... hirsute, en fait. Ouais. notamment avec la barbe et tout. Ah, c'est vrai que dans le film, il est assez Puis impressionnant. même Napoléon, quand il est en Napoléon, je lui donnerais vraiment pas 48 ans. Mais tu sais que, pour en revenir sur le physique de Phoenix, il en parlait lui-même. Et il disait que... Il a fait de la muscu un peu. Non il voulait pas faire un film hollywoodien, que son personnage est très corpulent dans le film, et que c'est comme s'il portait une armure Ouais. et une certaine absence, tu vois. C'est vrai qu'on le C'est voit, on le voit un- beaucoup torse nu. Ouais. Je pense que c'est Vraiment beaucoup torse nu, c'est vrai Ouais. que... On le voit beaucoup... ça rappelle encore une fois, mais on va faire encore le lien, mais Joker aussi, il y a beaucoup de choses sur le physique, tu vois. Ou même Taxi qui est- Driver. Taxi Driver aussi, bien sûr. Même Bah, si c'est- là, il n'y a pas ce jeu sur la transformation physique, il y a quand même. Oui, mais il y a... effectivement le personnage de Taxi Driver se transforme quand même Oui, physiquement. non, mais je parlais dans. Ah oui, De Niro en tant que tel... Non, je parlais de Phoenix, de Joe. Ouais. Il n'y a pas trop de transformation physique, mais c'est vrai que dans Taxi Driver, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Cette obsession sur le physique, Ouais. les armes aussi. Même si là, c'est pas trop le cas au niveau des armes, c'est vrai que c'est l'obsession physique Bah, c'est le marteau. de De Niro. Le marteau, c'est l'arme de Bah, prédilection de Joe, qu'il a hérité de son père, si on comprend bien que les flashbacks. Son père était violent, il était souvent avec un marteau, Oui. et on comprend qu'en fait, le personnage de Phoenix donc, a vécu plusieurs traumatismes dans sa vie, le premier étant donc une enfance très dure avec un père violent, d'autres choses ont été notamment lorsqu'il était marine, où il a vu beaucoup de choses terribles aussi, et ensuite on a aussi un moment où il enquête, où il retrouve des corps dans une soute, où on sait pas trop. On a l'impression qu'il est agent fédéral, peut-être, quelque chose comme ça. Donc on sent quelqu'un qui a une vie très riche, quoi. C'est ça. Qui a vécu beaucoup de choses et qui aujourd'hui qui est devenu, comme tu le dis, un fantôme, en fait. C'est pas. Ouais. Et donc c'est quelqu'un qui est travaillé complètement par un passé destructeur, quoi. The Ghost. Et donc on sent que ce marteau, c'est littéralement une sorte de catalyseur de sa frustration et de tout ce qu'il a pu, oui, tu vois. c'est un symbole. Ouais. Et c'est amusant parce que sur le marteau qu'il achète, c'est marqué Made in USA. Tu vois, comme si les États-Unis avaient fabriqué. Ouais, bien sûr. Les États-Unis ont fabriqué ce personnage, tu vois. Ils ont fabriqué Rambo aussi. Tu vois, c'est des personnages qui reviennent Travis. qui reviennent
Non, mais mortifié c'est par vrai. la guerre, quoi, mortifié C'est par, vrai, c'est vrai. par Mais des choses c'est dures. c'est pour ça que je citais Rambo ou C'est par ça. exemple parce que je parle de Rambo et de Death Wish avec Charles Bronson parce que c'est un peu aussi ce genre de thématique finalement parce que il y a un côté de la criminalité avec Death Wish et le côté plus guerre qui vont finalement traumatiser et changer durablement des hommes ou même des personnes en tout état de cause, même si, bon, bah là, c'est vrai que dans ces films-là, Joaquin Phoenix, il a beau dire ce qu'il veut, bah, c'est un homme, donc forcément, Oui. sont des protagonistes masculins, et ce sont des films qui visent finalement à casser un peu ces archétypes. Bah, ça vient un peu à contre-pied du, comme on disait, de toute façon, c'est un film qui vient jouer avec le genre. Et Lynn Ramsey, elle s'amuse à travailler le genre, qui est le film noir, un peu le thriller. Tu vois, c'est. Et ben justement, Il y a des éléments un peu de. Puis comme on disait aussi, le slasher, il y a des éléments d'horreur, de pure horreur aussi, quoi. Donc c'est. moi, je reviendrai là, sans contexte, sur une scène peut-être qui m'a le plus marqué dans le film. C'est une scène qui est à peu près aux 3/4 du film, lorsqu'il se rend compte que des intrus sont rentrés dans la maison de sa mère, qui Ouais. l'ont assassiné. Et Ouais. en fait, je sais plus comment il le blesse, mais il blesse Bah, il lui tire dessus. par balle, oui, il me semble. En fait, il en tue un et l'autre reste en vie. Oui, il y puisqu'il avait tire deux dans le bide et intrus. ça lui crée une hémorragie C'est ça. énorme. D'ailleurs, putain, je sais pas si t'as vu, je trouve que l'image est très très choquante quand tu Ah vois ouais, le ouais, ouais. t-shirt, Ah ouais. enfin le pull qui est totalement inondé de sang. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il l'achève pas et il parle avec Ouais. lui. Et au bout d'un moment, il s'assoit, enfin il s'allonge. s'allonge à côté Ouais. de lui et il lui prend la main en Ouais. chantant. Et j'ai l'impression que lui aussi, le tueur, l'autre tueur chante également, mais j'ai un doute. Ah bah en fait, lui, les deux chantent. Et Les en deux fait, chantent. je Et pense si- que le personnage de Oui, bien Joe, Il est affabule. Puis c'est une sorte de miroir, parce que Joe, c'est un mec qui a aussi bossé pour le gouvernement. C'est un Ça mec aurait qui a pu bossé. être lui, ouais. Tu vois, c'est ça. C'est deux personnes. Le personnage qui a tué la mère, c'est qu'un instrument. C'est quelqu'un qui a aussi été, comme Joe, un instrument de l'État, un instrument de quelque chose, tu vois. C'est Et donc, quelqu'un qui n'est ni le bon personnage ni de mauvais, Joe quoi. n'a pas vraiment de rancœur envers cet homme, tu vois. Non, bah non. C'est plus envers tout le système autour. Et d'ailleurs, c'est vrai que le personnage de Joe, il fait face à une sorte de conspiration dont ils se rendent compte tentaculaire. que bien plus tard, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, on est tellement la mise en scène est tellement focus sur le point de vue de Joe qu'au final, on ne voit vraiment que sa version. Et donc, c'est ce qu'on disait sur les cadres, c'est que ça se voit même au niveau des cadres qui sont ultra resserrés, qui sont limite un petit peu anxiogènes parfois. Parce que vraiment, on sent dans la psyché de Joe et qui a une psyché quand même un petit peu malade. Ouais, ouais. Forcément, même si c'est pas forcément du côté de la psychopathie ou ce genre de choses, c'est juste que Non, c'est quelqu'un qui a des PTSD et qui a des problèmes. qui a des gros problèmes psychologiques, quoi, tout simplement. Mais d'ailleurs, c'est vrai que le film se déroule que dans la ville, c'est à New York. Mm. Et on a un petit peu de verdure, je sais pas si tu te souviens, Oui. on a un peu de verdure, mais c'est au moment où il amène le corps de sa mère dans un étang, dans un lac, on sait pas trop ce que c'est, où il vient l'immerger, on a une séquence superbe, Oui, elle un est peu magnifique. expérimentale, un peu onirique. Moi, je pense que c'est une référence évidente aux Misérables, parce qu'il essaye de se noyer comme, Ah oui, avec les comme cailloux. Javert. Ouais. Avec les cailloux. Non, je rigole, je pense pas que ce soit une référence. Bah, mais c'est drôle de faire le peut-être, parallèle tu vois, ouais. avec Javert. Mais après, et puis ce qui est intéressant, c'est que tu vois, le personnage, il remonte à la surface comme si, tu vois, c'est un peu le cliché du héros américain, tu vois, mais ils vont à contre-pied de ça. Tu sais, le personnage qui est tout au fond, et qui va remonter et ressurgir de l'eau, Et en je fait- vais accomplir ma dernière mission, je vais sauver la gamine. En fait, non, lol. Et en fait, non, il sert à rien. Il remonte, il va essayer de sauver la gamine, sauf que la gamine, elle s'est sauvée toute seule, quoi. Elle a fait le café, elle a lavé l'appart, Non, mais tu vois, elle est allée chercher un Uber Eats. c'est ça, c'est génial, quoi. Le film, il prend des tropes, comme tu disais, puis il en fait autre chose, quoi. C'est C'est vrai que vraiment ça rend le passionnant. film assez fascinant. Après, je crois que le côté austère n'a pas forcément plu au grand public, de ce que j'ai vu un petit peu des retours. Je parle vraiment du grand public, c'est parce que c'est un film... Moi, franchement, je vais dire que c'est un film assez exigeant, mais pas tant que ça, parce que c'est quand même un Il film est pas très long, en plus. C'est un petit lait, ça se voit comme du petit lait, quand même. Ouais. C'est assez lent. Parce que je le comparais tout à l'heure à The Lobster, parce que clairement, il y a des choses en commun, mais c'est infiniment moins déprimant, quand même.
Ça, c'est vrai que c'est peut-être... Ah, moi, je trouve que... Ouais, en fait, le film... Moi, je trouve que le film est plus doux, amer que réellement déprimant. Ouais, Genre, par exemple, tu tu finis, je pensais au marteau, tu finis Old Boy, t'es en larmes. Ouais. Enfin, vraiment, t'es dans toutes tes étapes, pas forcément en larmes, mais là, Bah. c'est vrai que moi, sur la fin, c'est vrai, je me suis dit, ok, Bah, mais la ça aurait pu fin être apporte plus... une lueur d'espoir en plus, tu vois. Ouais, La fin est pas totalement sombre. non. Il y a Après, cette pensée suicidaire, bien sûr, qui est choquante. C'est ça. Mais il y a le Et personnage c'est de la peut-être fille... aussi pour ça, c'est peut-être parce que justement, quand tu vois cette image, je sais pas si je la mettrais, non, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais C'est si, tu peut-être vois, un peu chaud. si tu vois cette image, en fait, c'est le climax et ça redescend. D'ailleurs, Ouais. cette image qui me fait énormément penser à une scène méga culte du cinéma de Takeshi Kitano. Tu vois ou pas? Dans Sonatine. Dans quoi? Sonatine, c'est il me semble, c'est la jaquette. Ouais. C'est le personnage de Kitano Ouais. qui se tire une balle dans la tête. Ok. C'est J'ai pas l'image, je la j'ai pas mettrais, l'image en tête là, mais et en fait, c'est vraiment en fait, c'est pas un flashback, c'est pareil. En fait, c'est dans un rêve, enfin plutôt une altération de la réalité. D'accord. Et je reviendrai du coup pour conclure sur le film. C'est juste sur l'émission en fait en général, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, ça fait quand même sur 7 émissions. Ça fait 6 films sur 7 qu'on traite de films. Je veux pas dire américains parce que Under the Skin c'est pas américain, mais occidentaux. Ouais. Du début milieu des années 2010, Ouais. dans toujours le même style néo-noir, et même avec des films qui ont vraiment des thématiques Bah, en commun et des styles en commun. On a des choses un peu âpres, un peu noires. Ouais, mais même Et, ça va un peu plus loin que ça ouais. entre certains Et films. puis là, comme on parlait aussi, Under the Skin, Beautiful Day, t'as des séquences un peu oniriques, un peu... Totalement. Tout le ouais, début j'y de pense. Beautiful Day, c'est quand il a le sac en plastique sur le Ouais. visage et tout, tu vois. C'est assez Et puis, space. il y a le côté aussi très urbain et très nocturne Ah oui. de Nightcrawler. Ouais, c'est vrai. Bah, t'as Il plein y de... a, C'est des personnages il y aussi... a le côté très, désespéré aussi un ouais. petit peu de Llewyn Davis. Enfin, c'est assez marrant en fait parce que c'est vraiment des coïncidences. Je sais qu'on voulait faire Under the Silver Lake avec un journaliste de Wheel of Series. C'est Wheel of Cinema, je crois. Enfin bref, on a des idées. Alors ne vous inquiétez pas, on va pas. C'est vraiment que des coïncidences et on a des sujets qui vont dévier. Notamment, on pense faire un réalisateur de films d'animation japonais. Voilà, petit teasing. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est pour ça, c'est vrai qu'on a, on a une sorte de ligne un peu tracée. Ah, il y avait The On- Witch aussi. Oui, c'est vrai que The Witch, Witch est un peu dans ce délire Oui, aussi. c'est vrai que The hein. Witch, c'est aussi une protagoniste. Mais c'est féminine. vrai qu'effectivement, on est sur des... Et je crois que c'est le premier film réalisé par une femme dont on parle, là, si. Ouais, après, en même temps, c'est pas étonnant parce que, en termes de pourcentage, c'est quand même Oui, c'est sûr. largement plus probable. Ouais. Même si moi, j'aimerais bien qu'on parle un jour des films de Jennifer Kent, Ouais. Babadook et Nightingale. Ça pourrait Peut-être être plus super de intéressant. Nightingale. Ah, Quoique. pour le prochain Halloween, peut-être. Les deux, en fait, faut qu'on parle des deux. Même si Nightingale, c'est pas vraiment un film d'horreur, mais. Nightingale, c'est du... Rape and Revenge, c'est ça. Ouais, mais c'est pas sur le thème horrifique. Donc je pense qu'on a dit à peu près ce qu'il y avait à dire sur le film. Cependant, Ouais. moi il y a un film dont je voudrais vous parler. Je pense qu'on a déjà aussi distillé quelques références et quelques recommandations. Par contre, moi il y a un film dont j'ai volontairement pas du tout évoqué. Qui me semble très très important. Alors attendez, je reviens, je vais chercher un objet. Vous ne le verrez pas, mais c'est pas grave, il me le faut. S'il fallait définir en un mot ce qu'est la condition de samouraï, elle se fonde avant tout sur le dévouement à son maître. On doit se livrer chaque jour à la méditation sur une mort inévitable. Et chaque jour, on doit se considérer comme mort. Donc c'est évidemment le meilleur film de Jim Jarmusch. C'est pas moi qui le dis, c'est les spectateurs d'Allociné. Si, c'est Allociné qui le dit. alors. Ghost Dog, The Way of the Samurai, avec l'exceptionnel, le formidable, le génialissime Forest Whitaker. Donc en fait, c'est un film qui ressemble beaucoup sur pas mal de points, même énormément de points, à Beautiful Day. La grosse différence, c'est qu'effectivement, là, pour le coup, le personnage a un libre arbitre, a une merde, j'ai pas le terme. Enfin, ses conséquences ont vraiment, enfin, ses actes ont vraiment des conséquences et il est vraiment très puissant. Sauf que c'est aussi un personnage qui sait s'astreindre à des règles et que malgré le fait que dans ce film-là, il pourrait
toujours avoir la main mise, je vais recontextualiser, hein. Il pourrait toujours avoir la main mise et être le maître finalement de son environnement, il préfère finalement se soustraire aux règles qu'il a lui-même appliquées. Et ça, c'est merveilleux. Donc Ghost Dog, pourquoi c'est sous-titré la voix du samouraï? Donc là, je précise, c'est une édition du Pacte, une édition collector, avec un Blu-ray et un exemplaire de l'Agakure, donc qui est un livre sur des enseignements samouraïs, daté du XVIIIe siècle. Donc je pense que c'est assez important en fait de mettre en lien le bouquin, parce qu'en fait ça a été effectivement des extraits qui ont été choisis parmi les 13 volumes originaux de l'Agakure, donc qui sont en fait les passages qui sont lus par le personnage de Ghost Dog dans le film. Donc en fait Ghost Dog, ça parle de l'histoire d'un jeune garçon de banlieue qui se fait agresser, qui se fait sauver par un mafieux italien, et qui décide des années plus tard, lorsqu'il a grandi, de devenir tueur à gages et de se faire engager via des pigeons voyageurs par la mafia italienne pour devenir leur tueur à gages attitré, tout en nouant une relation de confiance en fait avec cet homme qui l'a sauvé une quinzaine d'années plus tôt. Et donc Ghost Dog, en fait, c'est un film qui, sur ce point-là, est très similaire à Beautiful Day, c'est-à-dire qu'on a affaire à un personnage qui est froid, qui est carré, enfin froid, en quelque sorte froid, qui est carré dans ce qu'il fait, qui va être assez efficace, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais Joe, je pense que c'est quand même un tueur efficace. C'est quelqu'un d'efficace, mais qui se laisse dépasser, c'est tout. Oui, en fait. alors c'est quelqu'un qui se laisse dépasser par quelque chose de beaucoup plus grand que lui. Alors que Ghost Dog, c'est l'inverse. Ghost Dog, c'est plutôt un personnage. D'ailleurs, je pense qu'on pourra en faire une émission un jour. Ouais, peut-être. Tellement j'aime ce film, mais je pense qu'il est dans le top 20 ever. Ouais. Chaque fois que je le vois, je me dis, je comprends pas pourquoi ça marche. Il y a un truc qui fait que à chaque fois, j'ai la même émotion quand je le vois. Donc en fait, Ghost Dog, effectivement, c'est un personnage qui est extrêmement efficace et qui n'hésite pas en fait à se rebeller selon le code du samouraï lorsque il sent qu'une situation lui échappe, parce qu'en fait, il est régi par le code du samouraï, par le bushido. Et notamment, il y a une scène culte où il manie un katana qui est génial. La bande-son est totalement aux antipodes d'ailleurs de ce qu'on pourrait attendre d'un film de samouraï, puisque ce n'est pas tout à fait un film de samouraï. Enfin si, c'est un film de samouraï, mais urbain, qui se passerait en 99, parce que le film date de 99. Donc avec une musique R&B rap, génial. Hein. De toute façon, le film est parfait. Non, c'est pas vrai. Mais et en fait, ce qui va amener beaucoup d'humanité au film, c'est qu'on a deux personnages secondaires incroyables qui sont une petite fille auprès de qui il va se cultiver notamment littérairement. En fait, ça va être une sorte de, ça va devenir son mentor, en fait, le mentor à cette jeune fille qui est adorable, et aussi un marchand de glace qui est joué par l'acteur français Isaac de Boncolé, qui est un acteur que je trouve qui a une sympathie, enfin, surtout dans ce rôle-là. Et en fait, ce qui est très intéressant avec le personnage de Raymond, qui s'appelle Raymond, dans le film, c'est qu'ils ne parlent pas un mot d'anglais. Donc en fait, c'est son meilleur ami, mais ils ne se comprennent pas par les mots. Ils se comprennent uniquement en fait par la gestuelle, parce qu'ils sont. En fait, c'est un exemple d'amitié qui transcende les langues, qui transcende les cultures. Et je trouve ça magnifique. Et en fait, dans la version originale, c'est là où ils sont. Enfin, c'est là où le film a été fait avec un soin immense. C'est que dans le film, dans la version originale, le personnage de Raymond, enfin, il parle en français, vu que l'acteur est français. Et ben, ce qu'ils ont fait dans la VF, c'est que l'acteur a lui-même redoublé ses répliques, mais dans sa langue natale, donc, qui est une langue africaine. Il parle dans une autre langue, et Ghost Dog répète en fait la même chose après, sur ce qu'il a semblé comprendre, et en fait c'est vraiment ce qu'il a dit. Et c'est assez drôle. Donc, pour toi, c'est vraiment deux films qui ont un truc un peu ils ont un truc en parallèle. Il y a aussi effectivement ce complémentaire. côté. C'est pas un film, je trouve que c'est pas trop un film dépressif, mais il y a une fin qui est vraiment douce amère, tu vois. Ouais. C'est un peu comme la fin de Bittersweet Life. Tu vois, c'est beaucoup en fait c'est des thrillers. C'est des choses un peu amères, quoi. Ouais, c'est ça. Puis tu sens que c'est pas forcément que la joie de vivre, quoi. Et ce que j'aime énormément aussi dans le film, c'est que les antagonistes, donc du coup, qui sont les spoilers, les mafieux italiens qui vont se retourner contre lui, sont aussi des vieux mafieux bedonnants, pas du tout efficaces. Et en fait, ça prend un peu à contre-pied le personnage. Mais en fait, tout est pris à contre-pied parce que le personnage du coup de Ghost Dog, le samouraï, bah, je suis désolé,
c'est un gros black en surpoids. Ouais. Je veux dire, ça, alors qu'il est d'une précision infinie. Oui, je précise, il a un katana, mais il tue principalement ses cibles au fusil de précision et aux armes de poing. Ça reste un assassin silencieux. Faire une petite ref à Hitman. Donc voilà. Ghost Dogs, c'est génial. Puis pendant qu'on y est avec Jim Jarmusch, je vous conseille énormément aussi un film qui peut aussi se rapprocher sur certaines, enfin dans l'ambiance de Beautiful Day, qui est l'un de ses films précédents, qui s'appelle Dead Man avec Johnny Depp. Ok. Donc il y a une sorte de western crépusculaire. Hmm. Tu connais un peu? Ouais. Très très bien. Je te le prêterai si tu veux. Carrément. Et ok, super conseil en tout cas. Moi de mon côté, rapidement, je voulais parler vite fait de la musique de Johnny Greenwood dans le film de Lynn Ramsey. Il avait déjà bossé avec sur We Need to Talk About Kevin. Johnny Greenwood, c'est un membre des Radiohead. Et... Encore oui, il y a toujours un petit fil rouge aussi Radiohead. On en avait déjà parlé de Radiohead avec Jonathan Glazer qui avait réalisé quelques clips. Pour eux, on en avait parlé dans l'émission sur Under the Skin. Moi, je vous conseille ce qui est pour moi l'une des plus grandes œuvres. Talking Heads, je confonds. Ouais, mais on avait parlé quand même des Radiohead. Oui, mais on avait parlé aussi des Talking Heads avec. Oui, sur Leto. Ouais, c'est vrai. Oui, avec Antoine. Ouais. Genre Ouais, effectivement. Mais on avait parlé aussi de Radiohead. Enfin bref, voilà. Du coup, moi, je vous conseille le double album Kid Amnesia, qui est une réédition de 2 albums en fait des Radiohead qui doit dater des débuts des années 2000. C'est la réédition des albums Kida et Amnesiac, qui est pour moi ce que le groupe a peut-être fait de mieux à jamais, quoi. Donc voilà, j'ai conseillé un peu de Johnny Greenwood vu que c'était en lien avec le film. Et puis voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Je crois qu'on a fait le tour. On se retrouve très bientôt pour une autre émission. On sait pas trop sur quoi encore. Je crois qu'on sait. Cet épisode-là, si on se foire pas, pendant 3 ou 4 mois, il y aura 2 épisodes par mois avec des épisodes hors série, notamment rétrospectifs. Ouais, et puis normalement, vous avez déjà eu aussi l'épisode sur The Zone of Interest de Jonathan Glazer. Exactement, le fil rouge, encore une fois, on est bon. Ouais, je crois qu'on est bon. On en avait parlé en plus. Ouais. On l'avait évoqué. On l'avait un peu teasé sur Under the Skin. C'est ça qui est bien parce qu'on parle de réalisateurs finalement qui reviennent dans l'actualité, même si c'est pas forcément des réalisateurs qui ont leur actualité quand on sort l'épisode, mais là dans le cas de Lynn Ramsey, elle aura un film cette année, et ce qui va être bien, c'est qu'à partir de cette année, ce qu'on voulait faire déjà il y a quelques mois, c'est de proposer des émissions un peu hors série. Des émissions hors série, mais surtout voir des films en avant-première et vous proposer directement notre analyse. La réaction à chaud plutôt. Si bon, je peux me permettre. Oui, mais ça. Développé, bien sûr. Mais voilà, très développé quand même sur le fond. Le jour de la sortie, comme ça, si vous voulez aller voir le film, vous pouvez vous dire tiens, il est à l'affiche, tac, on y va. Et après, vous pouvez écouter voilà, un petit peu ce qu'on a pensé et ce qu'on en a déduit aussi. C'est ça qui peut être intéressant pour nourrir le débat, etc. Et là, c'est vrai qu'en 2024, je pense qu'on aura l'occasion de le faire pas mal. Peut-être aussi sur le Eggers. C'est vrai qu'il y a le Nosferatu qui arrive vite. Donc, en fait, on a des choses qui vont rapidement se regrouper, en fait. Voilà. Et on espère aussi proposer des interviews cette année, peut-être. On essaiera. C'est un objectif. Que ça peut se faire. En tout, il y a plein de belles choses pour 2024. Déjà. Et puis voilà, donc ça arrive très rapidement. On espère que cet épisode vous aura plu et que vous avez envie de voir le film ou de le revoir en tout cas. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Et n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux, c'est-à-dire sur les plateformes de podcast ainsi que sur les chaînes YouTube. Puisqu'il y a 2 chaînes, si jamais vous êtes sur la chaîne Pourquoi le 7e art, l'émission a aussi sa propre chaîne avec l'analyse, des shorts, le podcast cinéma. Ouais, on essaie de mettre des shorts. Etc. Voilà, et ben merci à vous pour votre écoute et puis on se retrouve très très vite. Bisous. Bisous.